écrivant ou là là, oralement. Travaille la question et tu réponds oralement. Et là, donc, les questions, oui, je vais pas répondre aux questions au fur et à mesure. Ça sera à la fin. Il vaut mieux que le cours l'ouel, tu prends quelques questions, tu fais le cours deuxième, moi tu réponds aux autres questions, parce qu'on est tenu par le temps. Très bien, Donc, j'ai 1h30, c'est ça? les étudiants nous voient, nous entendent. Alors, je vais poser directement la question aux étudiants. Est-ce que vous voyez le cours en mode diaporama? Très bien. Répondez-moi par écrit, s'il vous plaît. Là, on a commencé. Donc, non, il ne voit pas ton diaporama. Oui, non. Quel est non? Non. Il te voit, mais il ne voit pas ton cours en diaporama. Tous? Je ne sais pas. Chauffez. Je ne sais pas. عاودي غلقي الباوربوينت وعاودي افتحيه. غلقي الباوربوينت وعاودي افتحيه. Non. كي درتي بارطاجي l'écran. Mardi. Il ne te voit pas. Déjà, ni le prof. Donc, il voit le nom des deux fichiers. Hein. Bizarrement. D'accord. Bon. Dis partage de l'écran. Partage de l'écran. A commencé le partage de l'écran. Oui. On va déjà la présentation. Oui. Qui dirait le partage de l'écran? روحي la fenêtre وين راهي مفتوحة. دقيقة برك نعاود نرجع. Je partage l'écran. Ouais. Alors, j'ai partagé l'écran, d'accord? روحي وين راهي la présentation. Ah, et la présentation. Dire partager. Partagez l'écran. Dire partage l'écran. Est-ce que c'est la présentation que j'ai? Ah, très bien, parfait, parfait. Là, c'est parfait. C'est parfait. Dis-le au mot diaporama, Guilmami. Vous voyez, est-ce que c'est la même que j'ai préparée? Si, 22/6/2020. Oui, mais Flamy Biaz. Allez. C'est bon, c'est la même. Très bien. Je partage l'écran. Dis-le le titre en mode l'achor. Et là? Ah là, tout est parfait. Dis-le en mode voilà, parfait. Donc, à Guilmami, tout est parfait. Qui te le premier cours. Oui. QR, tu réponds à quelques questions. Très bien. Et puis, tu lances, qui m'a dit Doka, tu fermes le PowerPoint, tu lances l'autre. Le deuxième cours. Tu enchaînes le deuxième cours. Et ça on a 1h30. 1h30 max avec les questions. Très bien, parfait, on commence. Bismillah. Donc, bonjour tout le monde. Nous revoilà encore une fois. Après le cours, ils ont fait cours la matinée sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et l'après-midi, bon, on a deux cours. Le premier cours qui déjà comporte deux cours, amibiase, giardiase, c'est les deux parasitoses les plus fréquentes dans le tube digestif, assurées par notre cher ami, Dr Guelmami. Et Dr Guelmami, tu as la parole. Vas-y. Bonjour, Dr Layada. Merci pour m'avoir donné cette opportunité de présenter mon cours, qui est les parasitoses digestives. Alors, pour commencer, on va commencer par le plus connu, le plus facile. Alors, c'est l'amibiase, qui est une parasitose. Ça commence à bugger. Clique sur le slide. Là, je clique et très bien. Ça va partir. Clique dessus. Donc, comme vous le connaissez tous, alors l'amibiase est une parasitose due à un protozoaire appelé l'Entamoeba histolytica. C'est une infestation cosmopolite, ça veut dire qu'elle touche presque tout le globe terrestre, presque, plus fréquente dans la zone tropicale et intertropicale. Et comme vous le voyez ici, l'Afrique du Nord, elle est touchée aussi. Et Inusan. Les parasites Entamoeba histolytica appartiennent à la classe des protozoaires. Donc, la classe, les protozoaires. La sous-classe, c'est les amibédés.
Et la sous-classe, ça contient les 4 amibes. Donc, vous avez l'entaméba, vous avez l'endolimax, le pseudolimax, le dientaméba. Et pour nous, on va étudier exclusivement le genre entaméba, qui est la seule amibe pathogène chez l'être humain. Donc, le genre, il contient 2 espèces, qui est l'Histolytica et le dispar. Alors, l'Entamoeba histolytica et les dispars existent chacun sous 2 formes. Vous avez la forme végétative trophozoïde, permet le déplacement à travers ou via ces pseudopodes ou bien ces flagelles, qui permettent le transport du parasite à l'intérieur de notre muqueuse intestinale colique. Vous avez la forme kystique, la forme résistante dans le milieu extérieur. Seul le genre Entamoeba histolytica est pathogène, mais les formes végétatives et kystiques des 2 genres sont très peu différenciables. C'est pour cela on dit que la forme végétative elle est seule qui permet d'identifier les 2 genres, ça veut dire le dispar et l'histolytica, grâce à 2 critères. Donc le premier critère c'est le cytoplasme et le deuxième critère c'est la taille. Donc, on va commencer par la taille. L'histolytica, bien évidemment, il est plus grand que le dispar. Donc, il mesure entre 20 et 40 micromètres, tandis que le dispar, il est très petit, entre 6 et 20 microns. Alors, sur le plan cytoplasmique, donc, ils contiennent tous les 2 des pseudopodes pour leur déplacement, qui est hyalin avec des protéines contractiles pour le mouvement. Alors, tous les 2 ont un noyau très visible après coloration. Alors, ce noyau, il a un caryosome central avec une chromatine périphérique régulière et fine. Alors, ils ont un cytoplasme hyalin périphérique, fin, granuleux, au centre, pour les 2. Pareil, ils ont 2 vacuoles. La seule chose qui fait la différence entre l'histolytica et le dispar dans son cytoplasme, c'est la présence des hématies, des globules rouges. Ils sont présents dans l'histolytica et absents dans le dispar. Bien sûr, parce que l'histolytica, il est pathogène, il a besoin de se nourrir, il a besoin de globules rouges. Tandis que le dispar, il n'est pas pathogène, donc il n'en a pas besoin. Donc, pour résumer, la seule différence entre l'histolytica et le dispar, c'est la taille. Il est plus grand que le dispar et la présence d'hématies dans le cytoplasme dans l'histolytica, chose qui est absente dans le dispar. La forme kystique, les 2, ils sont indifférenciables. Donc, les 2 genres, que ce soit l'histolytica ou le dispar, c'est pareil. Donc, ils ont pour les 2, un kyste jeune et un kyste mûr contient 4 noyaux, tandis que le kyste jeune, il a 1 à 2 noyaux maximum. C'est des formes arrondies, voire ovulaires, immobiles parce que c'est la forme résistante kystique, entre 12 et 14 microns. La paroi, elle est épaissie et réfringente, avec une coque distincte à la coloration. Le kyste jeune contient 1 à 2 noyaux maximum. Par contre, le kyste mûr contient jusqu'à 4 noyaux après dissociation. Alors, le cycle, il est simple. C'est un cycle court, direct. Donc, l'être humain va ingérer les kystes mûrs à 4 noyaux à travers de l'eau souillée, des aliments souillés, des rapports sexuels oraux-anaux et une hygiène laisse à désirer, hygiène buccale bien sûr et hygiène des mains qui laisse à désirer. Donc, il va ingérer ces kystes. Vous aurez 2 cycles. Un cycle d'infestation qui est un cycle asymptomatique. L'homme est porteur de cette entamoeba dispar. On s'en profite dans la lumière colique intestinale. Ça veut dire là, il sera asymptomatique. Vous aurez la forme maladive, c'est l'entamoeba histolytica qui se dissémine dans le côlon de l'homme contaminé. Il provoque la pathologie proprement dite. Donc, on va schématiser ce qu'on vient de voir maintenant. Donc, l'être humain, il va ingérer les aliments souillés. Ce sera des kystes mûrs. Ils vont bénéficier d'une division pour avoir un amibe qui va migrer dans le côlon.
sa multiplication pour avoir un seul noyau, l'excision, donc il va sortir de sa coque, il sera un kyste immature, il était ingéré autant que kyste mature, il va sortir en kyste mature à 4 noyaux. Ça, c'est le cycle infestation asymptomatique. Alors, une petite remarque, donc les trophozoïdes sont aussi éliminés dans les selles, mais ne surviennent pas à acheminer dans le monde extérieur. Ça veut dire, quand on va faire notre examen coproparasite, plutôt examen des selles, on va trouver des kystes trophozoïdes, mais qui ne vont pas résister dans le milieu extérieur, contrairement aux kystes mûrs qui vont rester entre 9 jours à 30 jours, ça veut dire un mois. Donc, ces kystes vont persister dans le milieu extérieur jusqu'à un mois qu'on pourra ingérer une seconde fois, nous ou une autre personne. Et là, ça, c'est la forme infestante. On est asymptomatique, on est des porteurs sains. Et on peut avoir là, ce kyste dispare, il pourra se transformer en kyste histolytica, donc l'invasion de la muqueuse colique. Et on va donner la forme pathologique. Pardon, je vais vérifier ma batterie. J'ai oublié de mettre le chargeur. Donc, vous avez la forme kystique, la forme infestante qui est non pathogène. Et après, notre histolytica dispare quand il va se transformer en histolytica histolytica. Il aura une invasion de la muqueuse colique. Et après, par le système hématologique, il y aura une invasion des autres organes du voisinage. Vous aurez le foie, le poumon et rarement le cerveau et d'autres organes qu'on va élucider dans notre présentation, les autres diapos. Très bien. Donc, pour la maladie, pour la pathologie, vous avez deux types. Une atteinte colique fréquente classique, due à la prolifération des amibes hématophages dans le côlon. Et vous avez l'atteinte extracolique, qui va diffuser par la circulation sanguine. Donc, on va commencer par l'atteinte classique qui est la forme colique. Donc, vous avez deux types. Soit c'est une atteinte amibienne, donc aiguë. Et ce qu'on connaît communément le tableau de dysentérie, la dysentérie colique, donc c'est l'invasion de la muqueuse colique par l'amibe et il va provoquer des ulcérations qui pouvant faire des petits abcès amibiens. Les conséquences, c'est la dysentérie amibienne. La dysentérie, c'est une diarrhée aiguë, rarement de la fièvre glérosanglante. Donc ça, c'est le tableau classique de l'amibiase, ce qu'on connaît fréquemment et couramment l'amibiase. Et vous pouvez avoir une forme colique chronique qui se manifeste par des épisodes récurrents de diarrhée alternant avec des troubles digestifs modérés et de la constipation des foies. Cette forme chronique donc, peut se compliquer par un amébome qui est une pseudo-tumeur inflammatoire. Donc, ça va donner un aspect endoscopique d'une tumeur, mais en réalité, c'est une pseudo-tumeur inflammatoire d'une complication d'une atteinte colique amibienne. Après, vous avez l'atteinte extracolique. Donc, l'organe de voisinage qui est le plus atteint, ce sera le côlon. Ce sera le foie. Par le système porte hépatique, l'Entamoeba histolytica va pénétrer dans le foie. Sa diffusion va provoquer des nécroses hépatiques disséminées. Celles-ci vont aboutir ensuite à la formation d'abcès hépatiques. Ils peuvent être volumineux, petits, voire très nombreux. Alors, comme symptomatologie, vous aurez une hépatalgie, donc c'est l'ébranlement douloureux à la palpation du bord inférieur du foie, avec une hépatomégalie et de la fièvre très élevée entre 39 à 40 degrés Celsius. Donc, il peut y avoir un ictère, voire un subictère associé. Donc, par contiguïté, vous avez l'organe qui est très rapproché au foie, c'est le poumon. Donc, il y aura une ouverture de ces abcès ou bien de ces kystes du foie. Donc, on a en contact avec l'épanchement
avec la plèvre et le poumon, vous aurez une atteinte pleuropulmonaire. Elle fait souvent suite à une atteinte hépatique. Les amibes arrivent au poumon par continuité avec le diaphragme et déclenchent une pneumopathie. Donc, effectivement, vous aurez de la fièvre, 39 à 40. Vous aurez de la toux, une expectoration, de vomi de couleur brun chocolat. Donc, c'est presque pathognomonique de l'atteinte pleuropulmonaire. C'est des crachats du pus abondants qui vont faire poser le diagnostic à vue clinique. Alors, plus rarement, vous avez l'atteinte cérébrale qui va se compliquer d'abcès du cerveau. Alors, pour le diagnostic, il est très facile. Donc, pour l'atteinte colique, on peut se contenter d'un examen direct, donc l'examen des selles, examen près des selles, donc l'observation des amibes mobiles, voire les kystes, la forme kystique dans les selles. La présence d'Entamoeba histolytica, elle témoigne de l'atteinte aiguë colique par l'amibe, et la présence d'Entamoeba dispare, donc ça témoigne de la chronicité de l'atteinte, ça veut dire qu'on est des porteurs chroniques de ce parasite. Donc, des fois, on peut faire une rectoscopie. Donc, la rectoscopie, elle va trouver une muqueuse inflammatoire ulcérée en coup d'angle ou bien en bouton de chemise, qui est un aspect endoscopique caractéristique de l'atteinte de l'amibe colique. Par contre, dans la forme chronique, on ne trouve plus d'Entamoeba histolytica. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, on trouvera l'Entamoeba disparaît dans les selles, bien sûr. Pour faire le diagnostic de l'atteinte hépatique, donc ça sera clinique et radiologique et hématologique, biologique plutôt. Ça sera de la fièvre, comme on l'a dit tout à l'heure, fièvre entre 39 et 40, hépatomégalie, hépatalgie, une hyperleucocytose neutrophile avec donc une VS accélérée. À la radiologie standard, donc l'abdomen sans préparation, vous trouvez une élévation de la coupole diaphragmatique du côté droit hépatique. Donc l'examen des selles, il sera négatif en général, mais une sérologie, elle doit être faite qui sera faite dans les premiers temps et elle sera positive. Donc on va trouver les amibes. Pour l'amibiase pulmonaire, donc si vous avez une atteinte hépatique, l'atteinte hépatique, il faut rechercher systématiquement une atteinte pulmonaire. Donc, l'atteinte pulmonaire présente chez un tiers quand même des patients une atteinte hépatique. Donc, si vous avez trouvé une atteinte pulmonaire, recherchez systématiquement une atteinte hépatique et vice-versa. Le diagnostic de certitude sera fait par la sérologie. Bien sûr, une ponction pleurale est faisable. L'abcès amibien, comme le cerveau, c'est un organe qui est difficilement accessible et le diagnostic sera fait par un neurochirurgien, voire avec un anatomopathologiste. Le traitement pour l'amibiase, il est simple. Donc, pour les porteurs asymptomatiques, si on veut les traiter par l'Entamoeba dispare, ça sera un amibicide de contact. Donc, on va donner un traitement et J15 après, on fera un autre traitement et faire des sérologies, plutôt un examen des selles après. Et si on ne veut pas traiter, on peut ne pas traiter. Par contre, chez les porteurs symptomatiques d'Entamoeba histolytica, donc pour l'atteinte colique intestinale, ça sera un amibicide de contact et un amibicide tissulaire après. Donc, l'amibicide de contact, vous avez l'intertrix qui est très connu. Et on va l'associer à un amibicide tissulaire qui est le flagelle. C'est le metronidazole, comme vous le connaissez tous. C'est à 500 mg. Ça sera à 500 mg 3 fois par jour pendant, on va dire, 7 à 10 jours. 7 à 10 jours, on va renouveler cette cure 15 jours après. Et après un mois de traitement, on doit faire un examen parasitologique des selles et pour voir si on a éradiqué ce parasite. Donc, quand vous allez faire une deuxième cure 15 jours après, normalement, on a une éradication complète de ce parasite. Ce qu'on est pour l'amibiase hépatique, donc le traitement, il est idem,
Par contre, ici, on est obligé, donc ce sera un traitement par un parasite, un antiparasite tissulaire, plutôt tissulaire, donc ça sera par voie sanguine. Et on doit faire, s'il y aura un échec au traitement médical, on doit drainer notre abcès par une ponction, mais il faut que ce soit par un radiologue expert. Hein. Pour l'amibiase pulmonaire et les autres atteintes extracoliques, donc ça sera toujours un amibicide tissulaire. Si on aura recours à un drainage pour la pulmonaire, ce sera par un radiologue. Pour la prophylaxie, il vous dit toujours vaut mieux prévenir que de guérir. Tout médecin doit passer par le palier de la prévention. Donc, les principales méthodes sont simples. C'est l'hygiène, l'hygiène, l'hygiène. Ça veut dire quoi? Comme la contamination se fait fréquemment par l'eau usée, donc il faut filtrer l'eau de consommation par de la chloration, hydrochlorure donc ça sera l'eau de Javel. L'hygiène personnelle contre l'infection, comme l'être humain, c'est le porteur de ce parasite et c'est l'hôte définitif. Ça veut dire la transmission, ça sera interhumaine. Donc, le premier organe de transmission, c'est les mains. Donc, il faut se laver les mains très fréquemment avant et après les repas et éviter de consommer l'eau locale, les glaçons et les crudités lors des voyages dans les pays d'endémie, par exemple les pays tropicaux. Et je vous remercie. Docteur Layada? Oui, je suis avec toi. Je pense j'étais trop rapide, non? Trop rapide. Bon, tu as été rapide, mais bon. Mais ça va, c'était clair. Quand j'aurai assez de temps pour répondre aux questions. Est-ce que l'amibiase chronique peut donner, après plusieurs années, un cancer? Est-ce que ça prédispose au cancer? Non, je vais dire non. La réponse est non. Non, non. Quel est l'examen de première intention et de référence? Ça, je n'ai pas compris. Pourquoi? Pour quelle Quel est amibiase? l'examen de première intention et quel est de référence? Et l'examen de certitude? Est-ce que pour l'atteinte colique ou extracolique? Pour l'atteinte colique et pour l'atteinte hépatique. Alors, comme je vous ai dit, pour l'atteinte colique, ça sera l'EPS, l'examen des selles. Donc, ça sera l'examen frais. On va faire un examen, donc un prélèvement le premier jour, sur 3 jours successifs, et rechercher la forme kystique dans le parasite. On ne va pas rater notre diagnostic. Sinon, pour les atteintes extracoliques, ça sera la sérologie. Pour l'atteinte hépatique, pleuro-pleurale, comme vous l'avez vu, pour l'atteinte cérébrale, c'est un organe un peu spécial pour l'atteindre. Ça sera à l'ouverture par un neurochirurgien et faire passer des biopsies chez l'anatomopathologiste. Mais l'examen de référence pour la colique, c'est la parasitologie des selles. Pour les autres, ça sera la sérologie. Moi, j'ai l'expérience de l'amibiase, j'ai l'expérience de l'amébome. Très bien. L'amébome. Et je vais faire un commentaire là-dessus, puis je vais te dire mon expérience là-dessus. Alors, l'amébome, c'est la forme pseudotumorale, colique. Est-ce que le patient, il était symptomatique? Eh bien, le premier patient que j'ai eu, je me suis planté sur toute la ligne. D'accord. C'était une tumeur du haut rectum. C'était un processus, ça m'a paru en endoscopie, un processus bourgeonnant. J'étais tout jeune résident. Hein. Très Là, bien. cette histoire remonte à 24 ans. Oh, la hiberg. Donc, j'étais bon. Merci. Alors, c'était une forme, pour moi, c'était une tumeur bourgeonnante. Oui. Donc, j'ai fait des biopsies. J'ai fait des biopsies et puis, bon, on attendait les biopsies. On a répondu Entamoeba histolytica, plus. Bon, pour nous, c'était, enfin, pour moi déjà, c'était une erreur diagnostique. Ouais. Donc, on a dit, on ne perd rien, on met sous métronidazole. Et puis, on refait l'endoscopie. Et là, à notre agréable surprise, tout avait disparu. Disparition totale. Est-ce qu'il y avait une perte, je veux dire, est-ce qu'il y avait des signes d'alarme, perte de poids qui plaidaient en faveur du néoplasie? Non. Excellent état général. Non, il n'y avait pas ça. Et le deuxième cas, c'était au niveau du sécom. Et donc, il faut toujours rester prudent. Mais bon, à l'époque, j'étais jeune. Hein.
je suis certain que l'interprétation endoscopique n'était pas très fiable. Donc, l'excellence revient à l'anatomopathologiste, là. Oui. Mais actuellement, avec l'endoscopie, avec la résolution de la vidéo, Oui. avec les colorations, on peut quand même prédire l'histologie dans pas mal de situations. Hein. Mais quand on a une forme pseudo... Oui, quand on a une forme? Quand on a une forme ulcéro-bourgeonnante, en premier lieu, c'est la hantise, la néoplasie. Donc, je pense qu'il faut qu'on refasse les biopsies, non? La refaire Ben, c'était notre arrière-pensée, bien sûr. Ouais. En tout cas, pour moi et mon assistant, c'était un cancer. Hein. Ouais. On a repris le malade pour refaire des biopsies. Et pour nous, les anatomopathologistes étaient à côté de la plaque. Et finalement, c'est nous qui étions à côté de la plaque. Et à notre agréable surprise, il y avait rien. Il n'y avait rien. Docteur Blataf qui nous regarde. Je ne la vois pas, docteur Blataf, elle est rentrée. Bonjour. Docteur Blataf nous regarde. Mais elle suit, docteur Blataf. Guilhem, et tu peux mettre le deuxième cours. Hein? Non, je m'entraîne, je ne savais pas comment faire. Eh bien, c'est top. Alors, on te voit, on t'écoute. Donc, ça ira très bien. D'accord, à tout à l'heure. Juste à une deuxième partie de son cours. Et... Très bien. Juste pour nos jeunes, là, quand vous avez un cas clinique à discuter, donc il ne faut pas oublier notre cher ami Biaz. Mais c'est rare quand même. Mais il faut la poser comme diagnostic différentiel. Oui, oui. Et au niveau hépatique, oui. Le premier malade, Résidana, c'était un abcès du foie et j'avais fait moi-même la ponction et l'aspect est typique. C'est quoi l'aspect du pus qu'on retire? C'est café au lait. La question pour moi, pour les étudiants. L'aspect du pus dans l'amibiase hépatique. Oui. C'est comme le vomi, hein, c'est du chocolat. Oui, et chocolat. C'est brun chocolat. Il a un aspect typique. Et puis, avec un service de parasito qui était au sous-sol chez nous à Mustapha, il y a eu, à une certaine époque, on disait qu'il y avait beaucoup d'amibiase, en Algérie. Et en fait, c'était plutôt le dispar qui était plus fréquent. Et qui n'est pas pathogène comme tu le sais. Donc, là, tu peux attaquer le deuxième cours. Là, je pense qu'on ne voit plus d'amibiase parce que déjà, on se met sous trithérapie. Trithérapie, donc le flagile, le métronidazole, il est toujours dans notre thérapeutique, l'arsenal thérapeutique. Tout à fait d'accord. Donc, on le traite. D'accord. Alors, pour mettre mon deuxième cours, très bien. Là, vous me voyez bien? Oui, on te voit. On attend ta présentation. Je pense que je dois ralentir un peu. Je présente très rapidement. Non, ça va, c'était clair. Mais il vaut mieux prendre son temps. Comme ça, les externes vont intégrer parce qu'ils ont beaucoup de cours, beaucoup d'informations. Et ce n'est pas évident pour eux. Hein. On attend vos questions. On a assez de temps. Préparez vos questions. Très bien. Donc là, je vais entamer le deuxième cours. Donc, il n'est pas différent de l'amibiase. D'ailleurs, j'ai gardé la même présentation. Et là, je vais te poser une question à la fin. Oui, très bien. À la fin Pas une question piège, hein? Non, pas de piège, pas de piège. Très bien. Mais on ne voit pas l'écran. Vous ne voyez pas? Non. Je vais refaire. Hein. Dis-les comme tout à l'heure. Vous arrivez à voir comme ça? Non, on voit toujours les deux. Tu n'as pas mis en mode diaporama. D'accord, je vais ressortir. Tu refais la même opération que tout à l'heure. Tu as la parole. Très bien. Très bien. Donc là, on va entamer directement le deuxième cours, qui est l'ambliase appelée avant ou giardiase récemment. Donc, la Giardia intestinalis, donc c'est le synonyme de l'amblia, ou bien duodénalis. C'est un protozoaire cosmopolite le plus commun des infections
intestinale humaine. Cet organisme unicellulaire flagellé qui coexiste fréquemment avec l'histolytica infecte ici précisément l'intestin grêle, donc y compris le duodénum, contrairement à l'amibiase qui touche exclusivement le côlon. Elle est extrêmement répandue dans le monde et responsable d'une importante morbidité. Il comporte le même mode de transmission de l'Entamoeba histolytica. C'est un parasite cosmopolite particulièrement fréquent quand l'assainissement laisse à désirer, surtout chez les enfants dans les pays en voie de développement. Et le taux de prévalence indiqué vont de moins de 1 à plus de 50% en Afrique, en Amérique latine et en Asie, ce qui sous-entend qu'on n'est pas épargné de cette parasitose. Les giardiens ont été initialement séparés en espèces selon l'hôte. Ça veut dire l'hôte qui va héberger ce parasite. Ils ont fait 3 espèces. Donc, vous avez l'homme et les mammifères, c'est le giardia intestinalis. Vous avez l'hôte, les amphibiens, donc c'est l'agilis. Les rongeurs, c'est le muri. Comme vous le savez tous, l'homme est l'hôte définitif. Ça veut dire c'est lui le porteur, c'est lui le contaminant et c'est lui le réservoir. Bien sûr, c'est comme l'amibiase, on a un cycle direct et court. Donc, pour le décrire, vous avez la forme végétative. C'est la forme trophozoïde, la forme mobile. Il mesure entre 10 à 20 microns de long. Ils sont aplatis avec une extrémité antérieure large et sont mobiles pour permettre leur mouvement à l'intérieur de l'intestin. La face dorsale, elle est convexe. Il comporte 2 noyaux identiques morphologiquement et les 2 noyaux sont situés de part et d'autre d'une ligne médiane dans la partie antérieure du parasite. Vous avez la forme kystique qui, comme pour l'amibiase, c'est une forme résistante dans le milieu extérieur. La forme résistante, elle est toujours plus petite que la forme végétative. Entre 8 à 10 microns de diamètre, elle est ovale avec des noyaux dans la partie antérieure et constitue la forme résistante. C'est la forme la plus souvent rencontrée dans le milieu extérieur, donc dans les selles. La paroi, elle est épaissie de 0,3 à 0,5 microns, donne un aspect en double membrane. L'enquistement se fait après la réplication du parasite et le kyste, lui aussi, contient 4 noyaux. Donc, quand vous voyez la forme kystique, elle est presque identique dans les 2 formes parasitaires, sauf la forme végétative qui change. Alors, le cycle, lui aussi, est identique. Donc, on va ingérer les aliments, l'eau souillée par la bouche. Donc, on aura une forme, c'est la forme kystique mûre contenant les 4 noyaux qui va être ingérée. Dans les milieux souillés, laissant à désirer. Vous aurez ici, pareil, 2 formes cycliques. Donc, vous aurez la forme infestante asymptomatique. Donc, l'être humain, l'homme, c'est le porteur sain. Il est le vecteur de ce parasite qui va permettre la dissémination dans le milieu extérieur. Il va vivre dans la lumière colique sans la invaser. Et vous avez la forme maladive pathologique par la dissémination dans le côlon et il provoque des symptômes qu'on va voir après dans la description symptomatologique. Alors là, on va ingérer les kystes matures. Ils vont se diviser, se multiplier, nous donner la forme végétative qui sera pathogène après. Et si on ne sera que des porteurs sains, il y aura là une multiplication en mature et sa élimination dans les selles. 140 les élèves.
quand même, hein, c'est bon. Allô? Bien. Oui, Gilmami. J'entends une voix d'une personne, je ne sais pas. C'est Dr. Blataf. Ah, docteur Blata. Coupez le son. Donc, coupez la leçon, pas de problème. Vas-y, Gilmami. Ah non, ça ne me dérange pas, c'est pour les Non, vas-y. interférences. Très bien, Vas-y, c'est donc, réglé, c'est OK. très bien. Donc, il y aura l'élimination des kystes matures, mûrs dans les selles, qu'on va réingérer une autre fois. Alors, comme je l'ai dit, donc vous aurez deux types de présentation. Ça sera le porteur sain qui est très fréquent. Il est asymptomatique dans la majorité des cas. Et vous aurez la forme maladive symptomatique due à l'adhérence à la muqueuse intestinale colique et effraction de cette dernière. Donc, pour l'atteinte colique, donc la symptomatologie, elle est très variée entre le portage asymptomatique et les formes graves. Donc, vous avez une phase d'incubation qui dure entre 1 à 3 semaines après la contamination, marquée par une diarrhée qui peut être des fois liquidienne, elle va donner des douleurs abdominales, des nausées, de l'anorexie avec perte de poids. N'oubliez pas ici qu'on a une atteinte intestinale, qui est l'unité d'absorption dans le corps humain, et le duodénum aussi. La fièvre, elle est vraiment rare. Et le mucus et les sangs, ils sont exceptionnels parce que le côlon, il est épargné. Donc, les symptômes peuvent persister plusieurs mois avec des épisodes d'exacerbation et des manifestations d'infection chronique peuvent se manifester et se voir. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse et je mets une plaque pour la forme pédiatrique parce que nos chers confrères pédiatres ont très souvent eu des cas et qui peuvent mettre en premier lieu, chez les enfants en particulier, en cas d'infection chronique et massive, des signes de malabsorption avec un retard de la croissance qui peuvent se manifester et une intolérance au lactose est parfois observée au cours de cette maladie. Donc, chez les enfants, quand vous aurez un tableau de malabsorption avec un retard de la croissance, y pensez à l'amibiase intestinale chez les enfants parce qu'elle est très, très fréquente. Alors, pour le diagnostic, c'est toujours l'examen des selles frais. Donc, vous allez trouver les formes kystiques avec ces 4 noyaux. L'endoscopie, donc, pour nous, c'est très fréquent. Le patient vient à la consultation, il se plaint des épigastralgies, malgré que ce n'est pas les épigastralgies ce n'est pas l'atteinte de l'amibiase duodénale qui va donner ces épigastralgies. Mais quand on va faire notre endoscopie, on va trouver l'aspect qui est typique, c'est des piquetés blanchâtres. Soit ils sont regroupés en amas, comme vous le voyez ici, soit c'est des piquetés blanchâtres, éparses, dans notre duodénum. Là, on ne va pas faire de biopsie, mais on va les citer dans notre compte rendu d'endoscopie et conclure à une amibiase duodénale. Et du coup, après, on va donner le traitement d'emblée. Donc, la sérologie dans l'atteinte intestinale, elle n'a pas de place. Tout simplement, ce sera l'endoscopie d'emblée. Pour le traitement, il est le même. C'est la classique thérapeutique de l'arsenal thérapeutique de metronidazole. C'est le traitement du premier choix. Donc, ça sera 500 mg, soit 2 à 3 fois par jour, pendant 7 jours pour l'adulte. Et pour l'enfant, ça sera en fonction du poids, 30 mg kilo-jour. Donc, si vous n'avez pas le metronidazole qui est le flagyl, donc vous pouvez donner le tinidazole. La phasigine, elle est là, à 2 grammes chez l'adulte, donc en monodose unique. Et chez l'enfant, toujours on respecte 30 mg par kilo par jour. Sinon, vous avez le sectinidazole, en dose unique pareil. Donc, on va faire une deuxième cure, 15 jours d'intervalle pour assurer l'éradication totale de notre parasite et faire un examen des selles 1 mois après la fin du traitement. Alors, si on aura un échec du traitement du premier palier, on passera à un traitement de deuxième intention
qui est l'albendazole, le Zentel. Ça sera en dose unique, un comprimé de 400 mg pendant 5 jours et on peut donner une deuxième cure 15 jours après. En cas de giardiase rebelle, on peut avoir recours à la nitrazoxanidine, Alinia, le nom commercial, ou à la quinacrine, à usage hospitalier. Donc, notre patient devra être hospitalisé pour des soins intensifs. La prophylaxie, elle est pareille. Donc, ça sera toujours l'hygiène, l'hygiène, l'hygiène pour casser, bien sûr, ce cycle et ce cercle vicieux de contamination. Donc, il n'y a pas mieux que notre prophylaxie qui est très simple et efficace. L'hygiène des mains, la filtration des eaux et éviter de consommer des crudités crues, des glaçons et des eaux dans des régions d'endémie. J'ai terminé ma présentation. Je vous remercie. J'essaye d'être très lente, mais là, je suis très rapide. J'espère que vous avez pu comprendre, faire la part des choses des deux pathologies. Ces deux parasitoses, elles sont très fréquentes. Je vais dire anodines, oui, parce qu'elles sont asymptomatiques, mais très fréquentes. Mais si elles touchent des personnes immunodéprimées, comme les sidéens, comme les insuffisants-rénaux chez nous, les dialysés, ils vont faire des ravages. Donc, un traitement prophylactique simple, hygiène des mains, se laver les mains avant et après chaque apport de quelque chose. Et comme ça, on va couper ce cycle parce que n'oubliez pas, la prévention, elle est très importante parce qu'avant d'être un médecin traité, il faut prévenir et il faut penser à l'économie. L'économie du pays, l'économie de notre pharmacie, l'économie de nos hôpitaux et notre économie personnelle. Très bien. Docteur Layada? Elle reste en ligne. Oui, Guilmami. Je vous entends. Tu peux voir les questions là où c'est écrit QR. Oui. Alors, tu réponds aux questions. Alors, atteinte pulmonaire veut dire atteinte hépatique. Alors, comme je vous ai dit, pour l'atteinte pulmonaire, donc le tiers des personnes ont une atteinte hépatique, donc il faut la rechercher systématiquement. Oui, on pourra dire une atteinte pulmonaire qu'on a une atteinte hépatique parce que vous savez tous que le transport, il y aura une ouverture colique donc, dans le transport, donc il y aura une dissémination de le foie. Et par principe et par contiguïté, le poumon vient en contact intime avec le foie. Donc, si vous avez une atteinte pulmonaire, oui, il faut rechercher une atteinte hépatique et vice-versa. Atteinte hépatique, on recherche une atteinte pulmonaire. Là, merci docteur, merci beaucoup. C'était quoi le motif de consultation chez ces patients avec l'amébome? Là, il vous a dit, docteur Layada, il était asymptomatique. C'est docteur Layada qui va vous répondre pour cette question. Pardon, Guilmami, qu'est-ce que tu m'as dit? Alors, on a une question pour toi, docteur Layada. Oui. C'était quoi le motif de consultation chez ces personnes, chez ce patient que vous avez trouvé l'amébome? Ah, j'ai oublié, avec des douleurs ou des rectorragies, j'ai oublié. Hein. Très bien. J'ai oublié. Donc, pour le cycle parasitaire de l'amibiase, il n'est pas loin du cycle de la giardia. C'est simple, on va ingérer les kystes matures qui sont résistants dans le milieu extérieur, dans les éléments souillés, les aliments souillés. On va ingérer les cycles matures. Il va subir une cascade de division et donc il va se diviser en kystes immatures. Après, si on sera en forme d'infestant, donc il va ressortir en forme de kyste mature. Sinon, il y aura une transformation à la forme trophozoïde. La forme trophozoïde dans le côlon, donc il y aura l'amibiase aiguë. Et si on est dans la forme trophozoïde giardiase, il y aura une ébrasion de notre duodénum. Soit ce sera des douleurs, des épigastralgies ou autre chose, donc on va traiter. Et si c'est des diarrhées, altération de l'état général, bien sûr, on va le mettre toujours sous traitement.
Mais il y aura toujours la forme kystique, rentrer-sortir asymptomatique. Et s'il y aura la transformation en forme trophozoïde, ça sera la forme symptomatique. Quel est l'examen qu'on fait en première intention? Merci. Mais pour quelle pathologie? Pour quelle pathologie, celui qui a posé cette question? Alors, si vous parlez de la forme colique, je vous ai dit, ça sera l'examen Fred-Essel. La sérologie, elle n'a pas sa place. Et si vous parlez de la giardiase dans la forme duodénale, honnêtement, en pratique, on trouvera toujours les piquetés blanchâtres. Mais normalement, si on ne trouve rien, si le patient est asymptomatique, on ne fait pas d'examen. Hein. On ne fait pas d'examen. S'il vous plaît, docteur, comment on peut avoir une forme asymptomatique? C'est une découverte fortuite. On est asymptomatique, donc on ne saura jamais si on est des porteurs, sauf si on fait des endoscopies, on trouve des piquetés blanchâtres à l'endoscopie. Sinon, pour la giardiase, on peut faire un examen coproparasitologique des selles. On trouvera la forme kystique. Mais on est asymptomatique, on ne le saura jamais. On est des porteurs, on est des vecteurs. Donc, on va le transmettre à d'autres personnes. Pourquoi on attend 15 jours la deuxième cure de traitement? Parce que tout simplement, quand on va ingérer le parasite, le kyste, il va prendre 15 jours pour ressortir. Et du coup, on va le traiter, on va l'attaquer les premiers 15 jours et on va attendre la deuxième infestation pour le réattaquer la deuxième fois. Donc, et du coup, on sera certain, quand on a les kystes à l'intérieur, ils vont séjourner 15 jours, on va nous donner le temps d'avoir un réservoir plus mûr pour l'attaquer une deuxième fois. C'est pour ça, donc le cycle fera 15 jours, exactement 15 jours. On pourra attendre, faire une deuxième cure, voire aller à la troisième cure, hein, mais il faut toujours respecter 15 jours d'intervalle de traitement. C'était clair, merci. Alors, comment passer un porteur sain à la forme pathologique? Tout simplement, soit on aura un microbiote déséquilibré, on devient immunodéprimé, et c'est ça, hein, pour passer à la pathologie, on est des porteurs. Et si on a une immunodépression, on passera à la pathologie. D'autres questions? Les formes cliniques pour les immunodéprimés, de quel type? Immunodéprimés, les hémodialysés, les infections chroniques, les diabètes, les sidéens HIV, toutes les pathologies immunodéprimantes. S'il vous plaît, pourquoi elles causent des diarrhées? Parce qu'on a une ébrasion de notre muqueuse. On a une effraction de la muqueuse, donc il y aura une perturbation de notre microbiote, il y aura un phénomène inflammatoire, il y aura un mécanisme de défense, et du coup, il y aura une perte de ce mucus qui va être interprétée par des diarrhées. Pour l'amibiase, on commence par EPS ou bien endoscopie. Non, pas forcément. Si on a une endoscopie qui montre des piquetés blanchâtres, on n'est pas obligé de faire un EPS, hein, on peut traiter d'emblée. Et si on fait un EPS et on le trouve positif, on traitera d'emblée. Pas forcément, on ne doit pas faire une endoscopie. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions ici. Docteur Layada, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On a encore, on va dire, un quart d'heure. Une autre question, peut-être? Merci. Docteur Layada?
Oui, Guilmami, c'est bon? Je pense que j'ai répondu aux questions. Eh bien, merci. Là, j'attends ta question. J'ai peur de ta question. Ma question est, moi j'ai une question, Oui. il y a une erreur en endoscopie que je vois très fréquemment. Oui, Ils disent sur un aspect de la muqueuse duodénale, oui, ils disent aspect de giardiase, les internistes surtout. oui. À la description ou bien à la conclusion? À la description, ils disent aspect de giardiase. Oui, c'est vrai. Alors oui, quand on a appris l'endoscopie, donc le compte rendu, il faut décrire. Au compte rendu, on décrit ce qu'on voit. Et à la conclusion, on va évoquer nos diagnostics. Hein? Oui? Donc, oui, Oui, c'est l'aspect blanchâtre de la muqueuse duodénale qui est un aspect de lymphangiectasie. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec cette description. Hein, parce que c'est vrai que ça peut être une giardiase, mais ce n'est pas un aspect typique. oui. Évoquons proprement. Pardon? Allô? Oui, oui, pardon? Allô, allô? Oui, oui, j'écoute. Tu m'écoutes, docteur Layada? Oui, j'écoute. Très bien. Donc, c'est vrai, on ne peut pas être formel que c'est un aspect typique d'une giardiase, mais on va l'évoquer. Évoquons une giardiase. Allô? Je ne sais pas trop si c'est pertinent. Hein. Ça se coupe, docteur Layada? Oui, oui. Écoutez, je ne sais pas trop si c'est pertinent. Allô? Parce que c'est un aspect habituel. Docteur Layada, je t'écoute très mal. Non, je dis que ça m'étonne que ça soit pertinent. L'aspect blanchâtre, ça Oui. évoque des lymphangiectasies. Bon, ça peut être beaucoup de choses. Hein, mais, Bon, la lymphangiectasie, ouais. elle est très différente. Là, c'est après ta permission parce Oui, qu'on oui, a bien, appris vas-y, de vas-y. toi, hein, l'endoscopie. Ouais, Lymphangiectasie, l'aspect il est très différent. C'est une muqueuse, voire blanchâtre. ouais, C'est une muqueuse qui est blanchâtre, complètement blanchâtre. C'est le dépôt de gras. d'accord. Mais pour la giardiase, c'est des Il y a un piquetés, piqueté c'est des points blanchâtre. blancs. Oui, Il y a c'est un des piqueté points blancs. blanchâtre. Oui, Hmm. c'est Justement, des points blancs. c'était ça ma question. Quel est le niveau de concordance entre cet aspect de piqueté blanchâtre et la présence d'une giardiase? Oui. Je pense déjà avec la lymphangiectasie, c'est ça? Avec cet aspect de piqueté blanchâtre. Oui. Je pense il n'y a pas une grande, il y a pas une grande différence, hein? Ouais. Parce que le piqueté blanchâtre pour la giardiase, il est différent par rapport à la lymphangiectasie. Mhm. La lymphangiectasie, la muqueuse, on la voit blanche. Ouais. On la voit blanche. Il n'y a pas d'espace de muqueuse rouge, quoi. Mais les piquetés, c'est des points blancs. C'est des points blancs. Donc, est-ce que, par votre expérience, est-ce que tu penses qu'on ne doit pas l'évoquer? Non, moi, je n'évoque pas. Moi, je reste descriptif. Mhm. Piqueté blanchâtre. Si j'ai un doute, je fais des biopsies. Très Et bien. je laisse le soin parce que le malade, si on commence à lui dire qu'il y a évoque ça et ça et ça va lui pourrir la vie Oui, et pour rien. Si j'ai un surtout, doute, je biopsie et j'attends l'anapathie. j'attends le résultat. Surtout pour les hypochondriaques. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Eh ben, merci, docteur Guilmami, Merci à vous. Merci à un agréable l'assistance. exposé. Indique Merci. le portable du deuxième orateur parce il a quitté. Oui, docteur, oui, Blataf, tu veux que je... Très bien. Merci. Merci à l'assistance. Merci à nos élèves, nos étudiants. Je vous dis bon courage. Bon courage, docteur Layada, pour le reste. Et on se voit à très bientôt, Inch'Allah.